par leurs formes diverses et novatrices, questionnent les formes prototypiques, qu'il est particulièrement pertinent de les étudier d'un point de vue littéraire. Mais pour l'instant, les textes qui parlent d'épilepsie sont surtout étudiés d'un point de vue médical et psychiatrique. Et donc, c'est ce que ma thèse se propose de faire, c'est-à-dire de se glisser dans cet interstice, de présenter une forme d'hybridité qui, à la fois, permette d'accueillir la notion de récit dans un contexte médical, ou plutôt donc, on dira, les notions. Ça veut dire lui donner de l'importance, reconnaître les valeurs littéraires et sociales de ce type d'écrit, et en même temps reconnaître les spécificités, les variétés de l'expérience de la maladie. Et vous l'expliquez vous-même, Monsieur Geffen, les littératures contemporaines, elles appellent à une approche pragmatique pour être analysées parce qu'elles convoquent des thématiques qui demandent en partie réparation, et c'est le cas en fait de ce sujet. Les personnes épileptiques sont stigmatisées depuis toujours. On en a des traces qui remontent jusqu'à Hippocrate, qui déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ l'attestait dans son texte de la maladie sacrée. Donc ces littératures, elles présentent des sujets qui, pour être analysés, nécessitent bien plus qu'une approche stylistique. Et donc, pour comprendre les récits de l'épilepsie, je dois comprendre le fonctionnement de la maladie. Je dois avoir une bonne connaissance de ses variantes, des comorbidités possibles, etc. Parce que si je ne fais pas ça, je laisse de côté certains liens potentiels, je vais peut-être rater des références dans des textes, et je vais voir ça comme un espèce d'amas informe sans véritable logique biologique. Donc c'est pour ça que ma thèse est forcément du côté des humanités médicales et s'inscrit dans ce courant, c'est pour pouvoir accueillir la maladie telle qu'elle est. En fait, la maladie, c'est bien plus que ça. Elle se fait vraiment cadre de mon sujet. Elle constitue à la fois les limites et en même temps les potentialités via sa grande variété symptomatologique. Cette posture interdisciplinaire, elle me permet de montrer à quel point l'expérience épileptique est liée à la notion de récit. Et en fait, c'est grâce au dialogue permanent entre ce que j'apprends grâce à mon corpus et ce que j'apprends de la maladie que je réalise, plus j'avance, que vraiment les représentations culturelles éclairent le vécu, elles apportent une autre forme de savoir, peut-être plus phénoménologique. Et me lier aux humanités médicales, c'est aussi prendre en compte et accepter d'utiliser le contexte médico-historique de la maladie. On n'est pas que dans du biomédical, on est vraiment dans un contexte, il y a une histoire de la maladie, et comme je vous le disais, elle est surchargée, elle a été surchargée de clichés, et on n'en arrête pas en fait de compter le nombre d'étiologies plus douteuses les unes que les autres et plus extravagantes. Enfin, d'un point de vue très pragmatique, créer un corpus contemporain, ça permet en fait de mettre en avant des textes qui sont généralement laissés de côté et d'actualiser, en fait, de proposer une thèse qui montre l'actualité des traitements médicaux et socioculturels de la maladie pour favoriser tout simplement une meilleure représentativité des personnes épileptiques et de présenter les thématiques qu'elles abordent au quotidien. Donc justement, de quel type de texte parle-t-on ? J'ai sélectionné des textes qui sont très variés. On va du témoignage médical, plutôt je dirais moi l'autopathographie, à la fiction, l'autofiction, le roman graphique, la BD, mais aussi des paroles de chansons. Donc les formes de récit de l'épilepsie sont variées parce que, je vous le rappelle, les épilepsies elles-mêmes et les vécus sont variés, d'où la nécessité d'un corpus aussi vaste. Ces textes ont en commun de décrire en fait l'expérience dans le quotidien, mais aussi de décrire au moins une crise dans les textes, et de façon générale de présenter un trouble corporel et un lien avec le trouble de soi ou le trouble du récit de soi. Enfin, donc, comme vous pouvez le voir, je m'autorise à regarder du côté de la fiction. Et donc, je voulais vous l'expliquer parce que parfois, ça paraît peut-être un peu contre-intuitif. Pourquoi est-ce que regarder du côté de la fiction me permettrait de mieux comprendre une pathologie ou de mieux saisir l'essence d'un vécu d'un patient ? Eh bien, parce que savoir qu'un sujet est aussi traité par la fiction, ça permet de voir l'étendue de sa représentativité littéraire et donc de comprendre comment les patients peuvent vivre leur pathologie au quotidien auprès des personnes néophytes qui n'ont vraiment jamais entendu parler d'épilepsie.
Et puis, refuser que l'épilepsie fasse pleinement littérature, ça serait refuser que l'épilepsie fasse pleinement littérature, ce serait lui interdire certains territoires, alors même qu'elle les emprunte déjà. En fait, il y a énormément de textes de fiction qui parlent d'épilepsie. Et enfin, se concentrer aussi sur la fiction, ça permet de mettre en avant des systèmes de stigmatisation, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes qui utilisent l'épilepsie comme une métaphore ou bien comme une prothèse narrative, c'est-à-dire qui s'appuient sur ce handicap pour aborder des questions d'altérité radicale. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi ce que mon corpus n'est pas. En fait, j'ai pas l'intention pour l'instant d'ajouter des récits de patients que j'aurais récoltés en contexte médical via des entretiens ou des ateliers littéraires. En fait, ils ne prennent pas place dans le corpus parce que le point commun entre tous ces textes que je vous ai présentés, en plus du rapport avec le vécu, etc., c'est qu'en fait, derrière ces textes, il y a une volonté de publication. De la part du patient lui-même, qui se raconte ou se laisse raconter par quelqu'un d'autre, ou de la part d'un auteur extérieur à la maladie. Mais en tout cas, la volonté de publication, elle implique nécessairement une volonté de partage et d'impacter autrui d'une façon spécifique. Le patient ne se présente pas et ne s'écrit pas de la même façon lorsqu'il sait que ce récit écrit ou oral va être publié. C'est vraiment une question de logique. Donc pour l'instant, ça reste une possibilité peut-être pour étendre ma thèse dans un post-doc ou pour des projets d'articles, mais je ne pense pas que ce sera dans le cœur de ma thèse. Maintenant, je voudrais vous expliquer les nécessités du sujet au niveau analytique. En fait, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas se contenter d'une approche stylistique ou narratologique. Donc, je me suis posé la question de quelles étaient les spécificités des récits de maladie, avant même de parler des récits d'épilepsie. Qu'est-ce qu'on trouve dans des récits de maladie qu'on ne trouve pas dans d'autres types de récits qui sont en santé. Et donc, j'en suis venue à utiliser une approche phénoménologique. Donc, petite définition et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? En fait, ça voudrait dire qu'on investigue les textes de façon à ce qu'on montre comment les personnages pensent, perçoivent et entrent en contact avec le monde. Ça veut dire aussi qu'on peut questionner les conditions de potentialité du texte quand il s'agit d'un récit de non-fiction. Ça veut dire aussi qu'on se concentre sur le rapport corps-esprit et qu'on met en lumière les interactions interpersonnelles. En fait, ça me permet d'avoir une analyse beaucoup plus incarnée, beaucoup plus corporelle, qui est vraiment adéquate à la thématique de la maladie, et en l'occurrence pour l'épilepsie, qui permet de montrer ces moments de bascule, l'avant et l'après-diagnostic, l'avant et l'après-crise. Mais ça, c'est combiné donc à mon utilisation de la médecine narrative. Donc, une petite définition déjà pour vous l'introduire. La médecine narrative, c'est une pratique médicale qui a été développée dans les années 2000 aux États-Unis par Rita Charon. L'idée, en fait, c'est que l'acquisition de compétences narratives par les soignants leur permettrait de recevoir le récit du patient tel qu'il est et non tel qu'ils aimeraient le percevoir, et donc de faciliter l'entretien et la communication de façon générale. Donc, pour ce faire, la médecine narrative, elle propose deux choses. Elle propose donc à ses soignants d'être formés en analyse littéraire et en écriture créative. Et moi, là, pour la présentation, je vais me concentrer sur l'analyse littéraire. Et donc, Rita Charon a développé une technique qui s'appelle le close reading, donc la lecture rapprochée. Elle se base sur 5 éléments. Le cadre, la forme, le temps, l'intrigue et le désir. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que je n'ai pas le temps. Mais concrètement, lire ces textes de cette façon-là, les textes de mon corpus, moi, ça me permet de penser à ce qui ne se trouve pas dans le texte, comme je vous le disais tout à l'heure, et de réfléchir aux attentes des différents lectorats vis-à-vis de ces textes. En fait, ça me permet d'éviter de surinterpréter les propos du patient ou du soignant qui se trouve dans le texte, et d'éviter de reproduire une stigmatisation, tout simplement. En conclusion, finalement, je dirais que je réalise petit à petit dans l'avancée de ma thèse que j'apprends beaucoup méthodologiquement grâce à la maladie elle-même et grâce au corpus.
Pour travailler sur une maladie chronique neurologique, il faut vraiment beaucoup de patience et d'acceptation parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas comprendre tout de suite et il faut vraiment prendre du temps pour lire des ouvrages médicaux. Et aussi, les textes varient beaucoup, mais ça ne veut vraiment pas dire qu'ils n'ont pas de points communs, c'est juste que les liens qu'il y a entre les textes ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on pourrait trouver dans un corpus littéraire plus canonique. Et enfin, d'un point de vue très pragmatique, pour répondre à toutes ces thématiques, tous ces problèmes méthodologiques, j'ai créé pour l'IRN d'Humanité médicale du CNRS un séminaire doctoral méthodologique qui rassemble une dizaine de doctorantes et de doctorants internationaux, donc on échange en anglais, et durant chaque séance, on essaie d'aborder un ou deux problèmes méthodologiques et de déjà formuler nos problèmes. Et ensuite, on essaye de trouver des réponses ensemble en discutant, en parlant en se donnant des petits tips. Voilà, donc si ça intéresse des personnes ici, la prochaine séance aura lieu le 2 avril et n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire, c'était vraiment très très passionnant. On aurait bien aimé vous entendre encore, mais je pense qu'il y aura des questions pour ça. Puis je laisse la main à Aude et à Alexandre. Ouais. Bonjour Claire, oui, merci beaucoup. C'est vrai que votre activité au sein de l'IRN du CNRS est vraiment passionnante. Moi, je note effectivement ces choix méthodologiques très très forts. Hein. D'une part, ne pas recourir à des récits, mais à de la fictionnalisation. Ne pas privilégier des approches qui seraient en sciences cognitives, qui essaieraient de poser un diagnostic, mais de montrer en fait, dans une approche plus pragmatique, une forme d'intervention que le narrateur essaye de faire par rapport à sa maladie. Et puis, effectivement, ces rapprochements très, très forts entre cette ontologie troublée, cette organisation troublée de la mémoire et celle qui pourrait en être des conséquences dans le récit. Au fond, le romancier moderne est un romancier épileptique, c'est presque paradigmatique. Donc c'est presque un regard sur l'histoire littéraire aussi et des crises du roman que vous jetez. Je suis vraiment très intéressé aussi de cette méthode consistant à vous intéresser à la question relationnelle. Alors, il y a bien sûr la question de l'analyse de soi, de la manière dont la littérature permet de produire une analyse du ressenti à travers sa fictionnalisation, mais aussi une perspective relationnelle, la relation à l'environnement, la relation à autrui, et cette irruption de cette phénoménologie finalement dans ce qui pourrait être écrasé autrement par les sciences cognitives. Alors ensuite, la jonction avec la médecine narrative, telle que la pense Rita Charon, etc., est un tout petit peu plus compliquée parce qu'il s'agit vraiment de corpus très, très, très différents. Et clairement, j'aurais été curieux de savoir comment vous faites le lien entre ce qui est proposé dans une manière d'équiper les soignants d'une saisie contextuelle, fine, dense de l'expérience des patients. Et vous, on est quand même dans la production de littérature à partir d'une expérience, d'une thématique qui est celle de l'épilepsie. J'aurais été curieux de savoir comment vous faites cette jonction-là. Merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer assez rapidement durant ces 15 petites minutes. En fait, je veux vraiment tester la médecine narrative. Je n'ai pas pour objectif de l'utiliser telle quelle et de penser que ça va tout résoudre dans mon sujet. L'idée, c'est plutôt de la mettre en difficulté. Donc, cette technique de lecture des textes, d'analyse des textes, clairement, là, je vous l'ai présenté rapidement, mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas fonctionner, par exemple, avec des textes qui traitent de l'épilepsie. Par exemple, il y a une attention qui est portée à l'intrigue. En fait, Rita Charon conseille de sonder le texte, de voir quelle est l'intrigue dans le texte, mais ça serait déjà donner un sens à la pathologie qu'elle n'a pas. Et donc, elle est vraiment dans le diagnostic, y compris dans le texte littéraire. Et ça me pose problème. Et donc, ça, c'est questionné et critiqué dans mon travail. Et donc, la jonction qui se fait entre le littéraire et la pratique médicale, elle se fera surtout dans la dernière partie de mon travail, puisque là, je vais en fait
faire une étude littéraire vraiment critique, une épistémologie littéraire de ces techniques, je vais remonter parce qu'en fait, pour l'instant, en médecine narrative, il y a beaucoup d'études médicales sur le sujet. On se demande, est-ce que ça fonctionne? Si oui, à quel point, etc. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de graphiques. Mais au niveau littéraire, on manque encore d'éléments pour questionner toutes ces choses-là. En médecine narrative, on utilise Ricoeur par-ci par-là, on utilise tel ou tel grand théoricien sans vraiment questionner pourquoi Ricoeur, pourquoi tel autre théoricien. Et donc l'objectif de mon travail, c'est de dire que la médecine narrative, en tant que pratique médicale, ne peut pas, selon moi, être appliquée telle qu'elle à toutes les pathologies et qu'en fait, il faut un vrai travail sur les textes, sur les récits des patients pour comprendre les spécificités vraiment narratives des maladies. Voilà. Merci beaucoup, c'est une des premières à faire vraiment le pont, hein, parce que c'est vrai que la médecine narrative, ce n'est pas de la critique littéraire, ce n'est pas de l'adaptation littéraire, ce n'est pas de l'histoire littéraire, et c'est très, très ambitieux pour vous d'en faire de l'épistémologie pour vraiment faire un vrai pont. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions de l'assistance? Aude veut parler, allez-y. Et puis après, on verra s'il y a. N'hésitez pas même à marquer dans le chat si vous voulez poser des questions ou que vous voulez prendre la parole. Hein. Ça sera peut-être plus simple. Aude, oui, pardon, je me tais. Micro peut-être, Aude, ouais. Ouais, on n'entend rien. Ah mince, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas l'activer. Zut. Ah oui, ça c'est toujours les aléas. Rafraîchis ton navigateur, ta page, peut-être Aude, et change de navigateur. Moi, ça marche mieux sur Chrome que sur Safari. Ouais, possible. Est-ce que pendant ce temps-là, il y a d'autres questions des uns et des autres? Des questions, des curiosités, des... Moi, j'ai une curiosité. Oui, allez-y, Marion. Vous avez présenté des images sur votre diaporama et je voulais savoir ce que c'était. Oui, alors j'ai peut-être passé rapidement la slide de la bibliographie. C'est une série photographique de Annelise Lindsay, qui est une artiste photographe écossaise et qui a fait en fait une série photographique sur son épilepsie. Et donc, il y a une dizaine de photographies qui correspondent aux différents stades de l'avant, le pendant et de l'après de la crise. Et donc, je pense qu'ils sont relativement parlantes et qui permettent, en fait, j'ai voulu les ajouter au diaporama pour vous donner une impression un peu plus visuelle, puisque je ne pouvais pas vous présenter des textes. Voilà. Voilà, D'accord, merci. Merci beaucoup. Aude, toujours rien? Non, alors, Aude nous avait promis qu'elle écrit. Si, c'est bon. Ça y est, on l'entend. Merci pour le tip, Alexandre. Oui, j'aurais voulu... j'ai beaucoup de questions. Mais la première question que j'ai, c'est est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu un peu plus précis, s'il vous plaît, de votre corpus? Parce que je suis frustrée pour l'instant. Oui. Je veux bien cette slide bibliographique. Oui, alors moi, ma slide bibliographique, c'est vraiment juste les quelques références que j'ai données au niveau théorique. Ça ne dit rien de mon corpus. Ok, Par alors contre, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui. Donc j'ai deux textes qui sont de l'ordre de l'autopathographie, donc vraiment un témoignage médical. On n'est pas sur de la littérature canonique, on n'est pas sur des autrices extrêmement connues et bien représentées, mais elles présentent voilà, leur quotidien avec la pathologie. Ensuite, j'ai des ouvrages qui sont vraiment de l'ordre de la fiction, c'est-à-dire que c'est un auteur ou une autrice qui n'est pas épileptique et qui raconte dans son récit l'épilepsie d'un personnage. Par exemple, Les ravissements du Grand Mogol de Catherine Clément, qui raconte l'histoire de l'empereur moghol Akbar au XVIe siècle en Inde et qui en fait avait des hallucinations très érotiques. Et donc, il y a beaucoup de textes en fiction qui font un lien entre religion et épilepsie. Et donc justement, ça c'est un des gros clichés qui existent depuis ce qu'en disait Hippocrate justement, et donc il vient encore dans la littérature contemporaine. Donc c'est très intéressant de voir comment c'est raconté, puisqu'en plus, par exemple, Catherine Clément, elle se base sur des textes vraiment historiques. Elle a travaillé avec beaucoup d'historiens pour tenter de raconter
en partie cette épilepsie. Donc, c'est le genre de texte sur lequel je peux travailler. Mais après, il y a aussi donc, le roman de Jérôme Lambert, dont je vous avais mis une citation au début du PowerPoint. Jérôme Lambert n'est pas du tout épileptique. En revanche, il présente vraiment un ouvrage qui est remarquable puisqu'il est très très bien accueilli par les patients épileptiques. Ici, l'épilepsie n'est pas du tout une métaphore ni une prothèse narrative. On est vraiment dans du ressenti. On est sur un ouvrage choral qui présente le quotidien des soignants et du patient épileptique à l'hôpital. Et donc, on voit ces interactions justement, et c'est là qu'on est sur quelque chose de très phénoménologique aussi. On est dans l'interpersonnel. Voilà, il y a aussi un BD et une roman graphique. Bon, je suppose que vous connaissez L'Ascension du haut mal pour les gens qui s'y connaissent un peu en BD, voilà, qui est vraiment un ouvrage central dans la littérature contemporaine sur l'épilepsie, qui raconte l'épilepsie du frère de l'auteur. Il y a aussi La parenthèse d'Élodie Durand, voilà, qui raconte justement ce moment de parenthèse, puisqu'elle a pu être opérée de son épilepsie. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du corpus français. J'ai aussi un corpus britannique, donc comme vous le savez, puisque il y a beaucoup de liens au niveau historique, au niveau de l'histoire médicale de l'épilepsie entre la France et le Royaume-Uni. Et puis aussi, il y a une meilleure représentativité de l'épilepsie au Royaume-Uni, notamment pour le public jeunesse. Donc c'est aussi pour ça, et parce qu'il y a une grande histoire maintenant des humanités médicales au Royaume-Uni, que j'ai cette partie du corpus qui est britannique. Avec par exemple un ouvrage de fiction qui s'intitule Electricity, qui a été écrit par Ray Robinson, qui est un ouvrage assez remarquable, qui travaille aussi sur des répétitions, un jeu visuel sur la page avec une accumulation de lettres pour dire la crise. Voilà, donc c'est une grande variété, mais la tentative de reproduire le vécu et de reproduire la crise en elle-même, qui est un vrai exercice littéraire. Donc, en fait, tout ça, ça lie ces textes qui sont très variés, mais il y a donc ces deux tendances principales. Ok, merci. Je vois qu'il est déjà 14h31, donc je vais synthétiser ce que j'ai à dire de la façon la plus rapide que je peux. Il y a 3 petites questions, suggestions, mais auxquelles vous n'allez pas répondre maintenant parce que c'est trop compliqué, mais je voudrais que vous les ayez en tête. Et une hypothèse dont vous ferez ce que vous voulez, je ne sais pas du tout si elle est pertinente. Donc mes 3 petites questions sont en fait 3 fois la même, mais sur 3 points différents. Vous manipulez vraiment des mots à 20 000 $, récit, phénoménologie, et quel était le 3e que j'ai noté? Close reading. Ça, à chaque fois, ça vous renvoie à une autre tradition de pensée. Et il faudra faire attention à, quand vous parlez phénoménologie, vous avez besoin de vous référer au courant philosophique pour montrer précisément ce qui vous apporte, même si la définition que vous avez donnée de la phénoménologie, en première approche, elle me va. Mais attention à ça. Et pareil, quand vous dites récit, il va falloir que vous soyez très prudente sur le récit selon qui. Quand vous parlez de récit canonique médical, du coup, il va falloir nous dire à quoi ça ressemble un récit canonique médical, ce genre de choses. Et même chose pour close reading, parce que là encore, c'est une tradition de lecture, mais qui ne correspond pas que à ce que Rita Sharon a énuméré, même si là, je vois bien que je n'ai qu'un très petit aperçu. Donc voilà, à vous d'enrichir ça. Maintenant, voilà pour l'hypothèse que je vous donne et vous en ferez ce que vous voulez. Je me demande s'il n'y a pas... J'ai eu l'impression que vous disiez que dans la médecine narrative ou dans le fait de faire écrire les patients, il n'y avait pas nécessairement de construction d'intrigue, ce qui me semble tout à fait logique dans le cas de l'épilepsie, puisque on est peut-être dans des récits de crise qui sont au contraire des récits d'interruption où il n'y a pas de linéarité, pas de causalité, si on veut définir le récit comme ça. Je me demande cependant s'il n'y a pas un récit sous-jacent à tous ces récits de malades et qui serait le récit de comment la maladie vous amène à l'écriture en fait. C'est un peu le réflexe proustien, je deviens écrivain. Ou plus exactement, comment et pourquoi la maladie a fait que c'est ce geste d'écriture finalement auquel on aboutit, ou en tout cas comment ça se fait que ça advienne, comment ça se fait que ce soit ressenti comme pertinent. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il y avait une question de Younes Paris qui demandait plus de précision sur l'apport de la phénoménologie, mais je pense que grâce à l'intervention de Aude, on a déjà eu un petit aperçu là-dessus. Et puis je crains, sauf si vous voulez dire 2 mots, Claire, je crains que ce soit obligé de passer à la...
C'est une très grande question. Voilà, Ce que je peux dire en revanche, c'est que mon approche de la phénoménologie, elle s'ancre en partie sur les travaux de Avi Carel, qui est une phénoménologue britannique. Et donc, j'aurais aimé en dire beaucoup plus dans cette présentation. J'ai essayé de synthétiser. Voilà, vous pouvez regarder du côté de la phénoménologie sur la maladie, comment ça s'applique à la maladie, comment on peut lire les pathologies grâce à ça. Voilà. Non, mais merci. C'est tellement difficile d'être bref sur des sujets aussi complexes que bon, merci beaucoup. Mais Merci je pense à que vous. au moins ça donne un bon aperçu. Et puis il y a l'invitation au séminaire aussi qui est très, très, très excitante quand même quand on y pense. Peut-être donc on écoute Alice maintenant. Ouais. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Très ça va. bien. Alors, j'ai déjà soutenu ma thèse, donc voilà, j'interviens un peu dans l'après-coup. En même temps, c'était mon sujet, donc ça fonctionne bien. Donc, la thèse que j'ai soutenue en novembre dernier était intitulée Après-coup, temporalité de l'événement et approche critique du trauma dans la littérature française au tournant du XXIe siècle. Et elle portait sur un corpus composé d'œuvres de Nicole Caligaris, d'Annie Ernaux, de Philippe Forest, de Laurent Mauvigné et de Patrick Modiano. Alors, c'est un travail qui prenait en fait deux directions principales. D'une part, l'étude à partir de ce corpus de ce que j'ai nommé des écritures et des poétiques de l'après-coup. Là, il s'agissait pour moi de me pencher sur la temporalité de l'événement et de la mémoire dans ces œuvres, en accordant une attention toute particulière à certains motifs que je reliais à l'après-coup, comme la postériorité, le différé, la reprise, le supplément, mais aussi des concepts tels que ceux de dormance et de survivance que j'empruntais à Jean-Christophe Bailly pour le premier et à Georges Didier Berman pour le second. Donc ça, c'était une première direction. La deuxième a constitué en fait un travail d'historicisation et de problématisation de la catégorie de trauma, mais aussi de ses usages, donc les usages de cette catégorie, dans les études littéraires, notamment françaises. Et d'autre part, toujours dans ce même espace-là, il s'agissait de réfléchir à la place et au rôle de la littérature dans le discours théorique des trauma studies, donc, qui sont donc ce champ d'études interdisciplinaire qui se constitue dans le courant des années 1990 aux États-Unis et qui, dès le départ, mobilise très volontiers la littérature, notamment parce qu'un certain nombre de théoriciens viennent en fait des études littéraires. C'est le cas notamment de Cassie Caruth, qui est un peu une des fondatrices des trauma studies. Donc en fait, les relations entre littérature et savoir, ou plutôt entre littérature et théorie exogène, étaient appréhendées pour moi à deux niveaux. En fait, il y a la question de mon propre geste, qui essayait de mettre en rapport l'idée d'après-coup, donc issue de la psychanalyse, et un corpus littéraire. Mais en fait, à un autre niveau, c'était les discours sur la littérature qui devenaient mon objet d'étude, les discours sur la littérature qui mobilisaient la catégorie du trauma. Donc le discours des trauma studies anglophones, mais aussi le discours critique et théorique des études littéraires françaises. Et donc il s'agissait, en étudiant ces discours-là, de comprendre comment eux-mêmes articulaient littérature et la littérature ou des problématiques littéraires telles que le récit, la transitivité et des théories du trauma. Donc j'utilise le terme articulé, mais mon questionnement c'était surtout quelle était la nature des liens qui se mettaient en place entre littérature et théorie du trauma, et d'essayer de comprendre un peu les risques aussi de subordination qui pouvaient découler de cette mise en rapport. Donc à quel point la théorie du trauma pouvait former une sorte de discours surplombant, permettant d'appréhender la littérature. Alors peut-être que je pourrais dire rapidement ce qu'est l'après-coup avant d'en venir à des questions méthodologiques. En fait, ce terme-là, c'est la traduction en français d'une notion élaborée par Freud qui est la Nachtraglichkeit.
C'est une notion qu'il élabore à la toute fin du 19e siècle, au moment où il est en train de faire ses premières recherches sur l'hystérie et sur son étiologie. Donc, suivant cette appréhension singulière du trauma, un premier événement arrive à un sujet sans provoquer d'effet particulier. Ce n'est qu'avec la survenue ultérieure d'un second événement que le souvenir du premier devient traumatique et acquiert dans l'après-coup un sens qu'il n'avait pas d'abord. Donc, l'idée de la Nachtraglichkeit, c'est qu'il faut au moins 2 événements pour faire trauma. Donc, l'après-coup se comprend ainsi comme un ajout, mais aussi comme une modification rétroactive de l'événement antérieur, ou du moins de sa trace. Donc, c'est la seconde fois qui donne à la première fois son sens et son importance. Donc, chez Freud, c'est pas du tout la seule théorie du trauma qui existe. Après la Première Guerre mondiale, avec au-delà du principe de plaisir, il va élaborer une définition du trauma un peu différente. Mais la Nachtraglichkeit, en fait, a influencé de manière essentielle la pensée de la temporalité et de la causalité psychique. Donc, en fait, même si cette notion-là apparaît moins plus tard chez Freud, en réalité, elle est absolument fondamentale pour comprendre la temporalité et la causalité en psychanalyse. Et en fait, ce bouleversement de la temporalité et de la causalité traditionnelle a intéressé un certain nombre de philosophes au XXe siècle. Donc, on peut penser à Jacques Derrida, à Jean-François Lyotard, mais aussi à Georges Didier Huberman et aussi à Judith Butler. Donc, on comprend dès lors que la Nachtraglichkeit a une capacité à sortir du champ de la psychanalyse pour avoir éventuellement d'autres usages. Donc, la pensée du trauma en 2 temps n'est pas du tout celle qui domine aujourd'hui. En fait, le paradigme actuel du trauma tel qu'il s'est constitué à partir des années 1980 définit le trauma de manière événementielle. C'est-à-dire qu'il y a un événement intrinsèquement traumatique qui crée des troubles de stress post-traumatique. Généralement parce que c'est un événement violent ou particulièrement soudain. Et donc, voilà, on voit que ce n'est pas du tout la définition qui était celle de la Nachtraglichkeit. Et dans le DSM, qui est ce manuel de psychiatrie, manuel de diagnostic, on trouve même une liste de ces événements qui sont susceptibles d'engendrer des troubles de stress post-traumatiques. Donc en fait, le paradigme contemporain du trauma, il est davantage influencé par la psychiatrie et les neurosciences que par la psychanalyse. Donc, partant de là, il s'agissait pour moi d'arriver à me repérer à partir de ces différentes définitions du trauma et puis d'arriver à articuler tout ça au corpus littéraire qui était le mien. Alors, tout en assumant que le choix et la lecture de mon corpus étaient faits à la lumière de l'après-coup, avec le sens spécialisé de Nachtraglichkeit qu'il comprend, il me semblait essentiel de ne pas utiliser la théorie psychanalytique comme un discours surplombant, une grille interprétative ou herméneutique. Donc il fallait éviter de tomber dans cet écueil qui a déjà été largement critiqué, qui était de soit psychanalyser le texte, soit psychanalyser l'auteur. Donc il me semblait important de laisser une sorte de jeu, d'espace entre littérature et Nachtraglichkeit, d'autant plus que certains des textes de mon corpus, notamment Annie Ernaux par exemple, faisaient preuve d'une certaine méfiance ou réticence à l'égard de la psychanalyse. Et d'autres textes, mais elles aussi finalement, n'appréhendent pas du tout le sujet et ses expériences à travers une psychologie. Donc là, il y avait déjà un phénomène de discordance possible entre mon corpus littéraire et la théorie psychanalytique. Et en fait, cette discordance-là, il me semblait important de la prendre au sérieux. Et en fait, aussi parce qu'elle engageait à questionner de manière plus générale la validité d'une approche de ces textes-là par le biais du trauma. Alors face à cette difficulté ou cet écueil, d'une certaine façon, j'avais de la chance
parce que le terme après coup possède un sens courant en français, un sens qui est déjà très riche et qui implique d'emblée des questions de temporalité. Donc, je me suis beaucoup servi de ça, c'est-à-dire de faire jouer en fait ce double sens possible du terme Nachtraglichkeit. Par ailleurs, c'est pas exactement un concept chez Freud. Hein, il s'en sert un petit peu, mais disons que c'est pas un concept saturé de sens, hein, et c'est pas non plus une notion extrêmement connue. Et c'est sans doute ce qui a pu expliquer que d'autres penseurs, hein, comme j'ai pu en évoquer tout à l'heure, ont pu déplacer cette notion de Nachtraglichkeit vers leur propre champ de réflexion. Donc, par exemple, Jacques Derrida, dans L'écriture et la différence, hein, quand il essaye de penser l'origine sous rature, ou encore Georges Dédy Huberman dans L'image survivante, dans le cadre cette fois-ci de l'histoire de l'art, pour penser la survivance. Dans les deux cas, en fait, c'est la capacité de la Nachtraglichkeit à mettre en crise la temporalité et la causalité traditionnelle, ou l'origine pleine, qui retient l'attention de ces auteurs-là. Et en fait, j'ai repris à mon compte cette possibilité de déplacement, la possibilité de sortir en fait d'une théorie du fonctionnement psychique et une théorie du trauma, en tentant d'envisager les textes de mon corpus comme des pensées originales de l'après-coup. Et ça a eu une influence sur mon plan que je vais évoquer rapidement tout à l'heure. Alors, donc, on peut déplacer la Nachtraglichkeit de son champ premier, qui est la psychanalyse, et en même temps, c'est aussi une notion très psychanalytique, dans le sens où la temporalité, la causalité et le sujet, la manière avec laquelle elle pense la temporalité, le sujet et la causalité, ou encore la mémoire, sont absolument, en tout cas plutôt incompatibles avec d'autres approches du trauma, comme celles portées par les neurosciences et par la psychiatrie actuelle. Donc en fait, la Nachtraglichkeit pouvait devenir une sorte de révélateur. Elle mettait en lumière quelle théorie du trauma ou quel modèle était utilisé par les trauma studies pour venir définir et interpréter la littérature. C'est-à-dire qu'en fait, selon si les théoriciens des trauma studies comprenaient ou mécomprenaient ou excluaient la Nachtraglichkeit, ça indiquait à quel point ils se plaçaient du côté de la psychanalyse ou au contraire étaient influencés par les neurosciences et la psychiatrie contemporaine. Donc voilà, le concept de Nachtraglichkeit a pu jouer ce rôle-là pour moi, dans mon appréhension des trauma studies. Parce qu'en fait, les critiques qui ont pu être adressées à la psychanalyse appliquée à la littérature, pour reprendre l'expression de Pierre Bayard, sont toujours valables quand on appréhende la littérature par le biais d'une théorie du trauma, même lorsque cette théorie du trauma n'est pas issue de la psychanalyse. Et la dimension interdisciplinaire des trauma studies, qui fait dialoguer littérature et théorie du trauma, ne doit pas, selon moi, occulter des mécanismes de domination qui peuvent être à l'œuvre, c'est-à-dire où on fait intervenir un discours de savoir avec sa légitimité scientifique, avec ses modèles, avec sa normativité. On fait intervenir un discours de savoir, donc comme cadre interprétatif, voire diagnostic surplombant quand on aborde la littérature. Et donc, tout l'enjeu pour moi, c'était d'arriver à faire une place à la résistance, à la capacité de résistance, et d'invention des textes littéraires sur lesquels je travaillais. Et donc, il me semblait important de questionner les conséquences de la lecture de la littérature par le prisme du trauma. Donc, quelles conceptions de la mémoire, du sujet ou du récit sont mobilisées à travers la mobilisation de ce concept exogène qu'est le trauma, à quelle normativité extralittéraire l'interprétation se trouve-t-elle subordonnée, quelle configuration des rapports entre normal et pathologique, entre normal et thérapeutique, on se trouve confronté. Est-ce que ce qui vaut dans le champ de la santé mentale, par exemple, les effets thérapeutiques de la narration de l'expérience traumatique, peut être transposé dans le cadre de l'interprétation de textes littéraires, et quelles conséquences peut avoir ce déplacement, notamment sur l'appréhension de la littérature. Et enfin, que faire des éventuelles divergences entre la littérature et les paradigmes dominants ou ontaliers contemporains. Donc cette série de questions-là m'ont amené en fait
et c'est le titre de mon intervention, hein, à me dire que s'il fallait construire des liens entre littérature et après-coup, il fallait également déconstruire ceux posés par le discours des trauma studies entre littérature et trauma. Hein, c'est un double mouvement qui me semblait essentiel. Et donc, j'en viens à 3 éléments méthodologiques que je vais aborder très rapidement. D'une part, il m'a semblé, c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture de ma thèse, le fait de porter vraiment une attention très importante, hein, et de prendre au sérieux tous les phénomènes de discordance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien, hein, qui avait l'air de ne pas coller, plutôt que de recouvrir ça en essayant de rétablir une forme d'homogénéité ou de cohérence, hein, au contraire, en faire un levier problématisant, on va dire. Et donc, ça a commencé dès le départ quand je me suis rendu compte que la Nachtraglichkeit et la théorie actuelle du trauma ne coïncidaient pas. C'est ce qui m'a permis de, finalement, hein, historiciser la théorie actuelle du trauma et comprendre pourquoi ce paradigme-là excluait, par exemple, la Nachtraglichkeit. Quels étaient les enjeux épistémologiques de cette exclusion-là. Et de comprendre aussi qu'il y avait des définitions du trauma qui aujourd'hui faisaient autorité, hein, et que ça répondait à un certain nombre d'enjeux qui débordaient sans doute la question des trauma studies. Cette attention au phénomène de discordance, il a aussi concerné la relation entre littérature et théorie du trauma. Donc, en fait, il me semblait que les textes de mon corpus, hein, tournaient autour de la question du trauma, et en même temps offrait une sorte de résistance à un certain nombre de présupposés qui sous-tendent puissamment le paradigme actuel. La conception du sujet, la conception de la mémoire et la conception du récit. Donc là, il y avait quelque chose qui ne rentrait pas très bien, hein. Et en fait, prendre ça en compte, c'était permettre aussi, c'était dégager un espace pour le discours critique des textes par rapport à l'épistémologie dominante. C'était faire une place aussi au fait que les auteurs n'utilisent pas le terme de trauma. En fait, dans mon corpus, très peu. Ou quand ils l'utilisent, c'est plutôt de manière critique. C'était aussi faire une place, donc je l'ai déjà dit, hein, au rejet de la psychanalyse, ou du moins d'une psychologie. En fait, c'est des textes qui ont aussi recours à d'autres modèles pour penser le sujet et son expérience, que ce soit la sociologie, l'anthropologie ou la philosophie. Et par ailleurs, hein, il me semblait important de laisser du jeu dans l'interprétation, c'est-à-dire prendre en compte des inventions formelles ou des inventions en termes de dispositifs narratifs et énonciatifs sans les faire basculer du côté de signes pathologiques, hein, c'est-à-dire sans les subordonner à une normativité extralittéraire. Le deuxième, je me dépêche de terminer parce que j'arrive au bout des 15 minutes. Le deuxième élément méthodologique, c'était en fait d'avoir adopté une approche à la fois constructiviste, qui est en fait celle de Didier Fassin et Richard Rechtman dans l'Empire du traumatisme, mais aussi généalogique, cette fois-ci dans le siège de Michel Foucault, en fait. Donc, historiciser, problématiser la catégorie de trauma, l'émergence et le poids actuel des trauma studies, mais c'était aussi dans le champ des études littéraires françaises, hein, relever des mutations problématiques, hein, comprendre pourquoi on était passé d'une fonction narrative du trauma en littérature à une fonction du récit et de la littérature face au trauma. Comprendre comment l'idée d'un effet thérapeutique du récit avait pu s'imposer, etc. Enfin, dernier élément, alors bon, de méthodologie, c'est la question du plan, en fait, qui a été quand même vraiment fondamentale. Comment la construction du plan, c'est-à-dire éviter à tout prix, en fait, une première partie qui aurait été établir une théorie, définir des concepts, et une deuxième partie où j'aurais abordé la littérature. Ça me semblait vraiment pas possible de fonctionner comme ça. Du coup, dans ma première partie, j'ai conservé uniquement le sens courant de l'après-coup. Je ne me suis pas du tout servie je l'avais en tête évidemment, mais je ne me suis pas servie du sens spécialisé de Nachtraglichkeit. J'ai très peu évoqué la question du trauma. Et il s'agissait vraiment de voir avec les textes littéraires, hein, comment pouvait s'élaborer, hein, une pensée de l'après-coup, une pratique de l'après-coup. Ma deuxième partie était davantage théorique et se situait vraiment au niveau des discours. Donc, ceux de la psychanalyse, ceux des neurosciences et de la psychiatrie, ceux des trauma studies, ceux des études littéraires contemporaines.
et de voir comment fonctionnaient ensemble ces discours, hein, comment il y avait à la fois des points de rencontre et des divergences, et comment les textes littéraires pouvaient s'inscrire en cohérence ou en porte-à-faux par rapport à ces discours-là. Et enfin, dans la troisième partie, en fait, une fois que je m'étais un peu débarrassée de la question du trauma, ou en tout cas que je l'avais réglée, j'ai pu me pencher sur ce que j'ai appelé donc des poétiques de l'après-coup, hein, en déplaçant vraiment, en gardant en fait les principes de l'après-coup, c'est-à-dire cette question de la temporalité, de la causalité, mais en la sortant de son champ d'application premier, hein, pour en tirer en fait des éléments de poétique, voilà, avec mon corpus littéraire. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai mobilisé d'autres notions, hein, comme la survivance et la dormance, qui avaient l'avantage de ne proposer ni une théorie du récit, ni une psychologie. Et là, ça a permis en fait de voir comment les textes pouvaient proposer des choses auxquelles je ne m'attendais pas, en fait, tout simplement, et voilà, qui permettaient un peu de sortir, hein, du couple notionnel, thérapeutique, pathologique, etc. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà un peu débordé mon temps. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alice. Non, merci, c'était assez difficile de tout faire tenir, mais merci d'avoir adopté cette approche méthodologique aussi qui est quand même très intéressante. Puis c'est toujours rassurant de voir quelqu'un qui est allé au bout de sa thèse quand on est en train de la faire et qui a réussi à dépasser un certain nombre de difficultés. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir fait ça aussi pour le public auquel vous vous adressiez. C'était bien. Bon, je me tais maintenant, donc je laisse la parole à Aude et Alex. Moi, j'apprécie beaucoup le travail d'Alice Lemay parce que je trouve qu'elle nous sort de ce paradigme un petit peu écrasant qu'elle décrivait elle-même comme trauma guérison. Elle nous sort d'alternatives simplistes entre psychanalyse, sciences cognitives et de ce faux débat naturalisation, culturalisation. Et elle propose tout un vocabulaire fin, un vocabulaire endogène, pourrait-on dire, de cette description du trauma. Effectivement, c'est très, très original, je trouve, d'avoir emprunté à Bailly, la dormance, etc. Le concept d'après-coup, lui-même, marque une sorte de coup de force, puisqu'on refuse à employer le terme de trauma. Et je pense qu'effectivement, inventer une théorie du trauma à la française, qui soit au plus près des textes, qui essaye de montrer, hein, les enjeux épistémologiques du choix de la notion d'après-coup plutôt que celle de trauma. Qu'est-ce qu'elle va changer dans notre lecture des textes. Donc, vraiment, me semble une sorte de panorama complet, à la fois faire une sorte de revue critique d'apports très importants, qui ne sont pas toujours bien connus en France, une prise de distance critique par une réflexion épistémologique sur l'impact du vocabulaire sur notre manière de considérer la littérature, puis ensuite le dégagement en proposant toute une série d'analyses de près, de close reading. Tout ça me semble vraiment faire un bilan très, très, très original, à la fois synthétique et novateur. Je trouve que c'est deux qualités importantes d'une thèse, à la fois être capable de faire une synthèse bibliographique, un point, et puis en même temps de proposer une prise de distance fine et la proposition de catégories complémentaires, disons, si ce n'est alternative. Des questions peut-être dans le public ou bien des curiosités? J'ai une question pour laquelle je suis presque obligée de m'excuser, mais est-ce que tu pourrais du coup nous donner un exemple de manière dont une des notions que tu as convoquées dans la dernière partie pouvait faire bouger le récit, avait un impact sur la poétique? En fait, ces notions de dormance et de survivance, elles sont pensées donc par Jean-Christophe Bailly et Georgie Huberman. Et elles concernent notamment la question de la temporalité de l'image, hein, les liens entre temporalité et image. Et cette question de l'image que je ne m'étais pas particulièrement posée au sujet de
de mes textes, et notamment des rapports entre image et récit, c'est-à-dire comment à certains moments l'image introduisait une forme de discontinuité dans le récit. Je ne sais plus le début de ma phrase, mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de percevoir l'importance de cette question de l'image dans les récits, enfin, en tout cas dans la discontinuité du récit, le rôle qu'elle jouait. Et ça, voilà, c'est venu finalement, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, mais dans l'étude de la discontinuité narrative qui allait aussi avec la question de la discontinuité temporelle, mémorielle, etc., ça fonctionnait très bien chez plusieurs de mes auteurs. Ok, merci. J'ai une autre question plus générale, et qui vient aussi du fait que je ne connais pas ton corpus de thèse. Donc, tu nous diras si c'est pertinent ou pas. Est-ce que tu as eu l'impression, si tu envisages ton corpus en intégralité, qu'il se range beaucoup selon une opposition écriture qui guérit ou écriture qui ne guérit pas? Ou est-ce que finalement, ça, c'est une question que j'imagine trop rapportée des trauma studies et qu'en fait, ce n'était pas l'essentiel? C'est une question que j'ai abordée dans la deuxième partie, qui est une deuxième partie qui se penche sur les discours des trauma studies et sur les discours des études littéraires françaises contemporaines. Donc, j'ai abordé cette question-là. Et je l'ai aussi abordé à partir de mon corpus. En fait, à la fois, c'est quelque chose que le corpus peut mobiliser tout en finalement s'en écartant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais. Après, les auteurs n'ont pas tous la même position sur cette question-là. Hein. Chez Philippe Forest. Oui, il n'y a pas de guérison, quoi. Voilà, non. Et au contraire, c'est quelque chose qui est très nettement refusé. Et après, il y a des auteurs qui ne se prononcent pas tellement sur la question. Patrick Modiano, par exemple, c'est difficile de savoir. Donc, en fait, il ne s'agissait pas pour moi de rejeter clairement cette idée-là, mais plutôt de voir comment les auteurs et les textes, sachant qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que j'ai un corpus qui est composé à la fois de textes non fictionnels, mais j'ai aussi des fictions. J'ai aussi des fictions. Nicole Caligaris avec Ocosteni, c'est vraiment de la fiction. Donc, il fallait aussi prendre en compte ces différences-là. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que ça tourne autour, éventuellement, de la question de la réparation, de la guérison, mais c'est quelque chose qui n'est jamais pleinement accompli, en tout cas dans l'espace du récit. Ok, merci. Il y a une sorte d'ambivalence, en fait, des textes qui me semblait importante à prendre en compte sur ces questions-là. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être, non? Parce que ne vous laissez pas intimider par le fait que... Guido, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une petite suggestion. En fait, j'ai beaucoup aimé les deux interventions. La deuxième, je l'ai suivie à moitié, à vrai dire, mais j'aurais probablement la possibilité d'entrer en contact avec Claire par le biais d'un projet qui pourrait l'intéresser. En effet, ces dernières années, j'ai pas mal collaboré avec l'Institut d'Humanité médicale de l'Université de Durham, dont je vous mets un lien dans le chat. Il y aura un nouveau projet coordonné par Angela Woods, dont Claire a probablement déjà entendu parler, et qui sera un projet sur l'après-coup. Donc, en écoutant la deuxième intervention, je me suis dit, ça vaut la peine de le signaler parce que d'une part, les travaux d'Angela Woods sont dans la continuité de ce qui a été observé par rapport aux Critical Medical Humanities et à la notion de phénoménologie qui effectivement se doit d'être contextualisée en fonction des univers académiques et linguistiques. Et d'autre part, j'essaie qu'il va y avoir un projet sur l'après-coup et la façon dont on peut thématiser, problématiser, verbaliser l'après-coup dans un cadre littéraire à partir de l'année prochaine, coordonné entre autres par Angela Woods et qui sera financé par l'Institut d'Humanité médicale en collaboration avec le département d'anglais de l'Université de Durham. Mais comme ils cherchent sans cesse des gens spécialistes d'autres domaines culturels et linguistiques, je me dis qu'il y a peut-être pour Alice aussi la possibilité de voir s'il n'y a pas moyen de collaborer avec certains de ses amis et collègues qui sont vraiment très dynamiques dans le domaine des humanités médicales. Donc, c'était juste une suggestion et c'était pour vous féliciter parce qu'effectivement, c'était dans les deux cas très intéressant. Merci beaucoup.
Merci. Merci Guido. beaucoup. Je vous mets mon adresse mail dans le chat au cas où vous auriez des choses à partager. Merci Je l'ai beaucoup. noté. Bon, après, tout est sur le site de l'ED, je rappelle, normalement, hein, si tout va bien. Donc, bon, voilà. Non, pas d'autres questions, curiosités, interrogations. Non, vous êtes complètement informés déjà. Bon, très bien. Alors, on continue. Peut-être on va être un peu plus dépaysé. On va changer, on va sortir de la médecine, de la psychanalyse pour rentrer dans les sciences. Bon, mais je vais laisser Marion parler et nous dire parce que son sujet de thèse est au cœur en fait du sujet d'aujourd'hui aussi. Donc Marion est en première année, donc c'est vrai qu'on se promène de l'après-coup, de la thèse au commencement. Donc on vous donne la parole tout de suite. Je vais peut-être enlever mon masque, non, pour... Ouais, oui, allez-y. Ouais. Ouais. Donc, je vais commencer le partage. Présentation. Dites-moi si à un moment vous m'entendez plus parce que moi je ne vous vois plus. Ça marche très bien. Donc, d'accord, merci. Donc je vais faire une présentation qui s'intitule Comment le portrait du roi Louis Marin peut-il nous aider à penser les rapports entre la théorie littéraire et ses modèles scientifiques. Mais je vais peut-être commencer par présenter un peu mon travail de thèse. Donc je travaille sur le modèle des sciences de la vie dans la théorie littéraire du XVIIIe au XXe siècle et principalement sur la façon dont on a classé la littérature en classes, en genres, en espèces, et sur la façon dont y répond une pensée de l'œuvre littéraire comme corps organisé. Pour rendre tout ça plus concret, je vous propose une citation de Vladimir Prop où j'ai mis en gras ce qui représente les nœuds de mon corpus. Donc, dans le domaine du conte populaire folklorique, l'étude des formes et l'établissement des lois qui régissent la structure est pourtant possible avec autant de précision que la morphologie des formations organiques. Cette manière qui tient son origine de la poétique d'Aristote de penser la littérature comme un objet de la nature, on la trouve tout au long de la période qui m'intéresse et jusqu'à Jean-Marie Schaeffer qui, comme Aristote, pense la littérature comme un comportement de l'animal humain. J'en viens peut-être à expliquer le choix de cette présentation sur Louis Marin. En fait, je me suis plongée dans le portrait du roi de Louis Marin dans le but de comprendre certains phénomènes présents chez Jean-Marie Schaeffer. Et je me demandais si la présence du modèle biologique ne relevait pas de la mise en représentation de la science et s'il n'y avait pas derrière des enjeux de pouvoir. Mais surtout, la seconde raison, c'est que le contexte actuel m'a poussé à creuser la piste. On est un peu par la force des événements dans un contexte où le champ du savoir réapparaît assez soudainement comme un espace très politique. Le savoir est classé politiquement, les sciences humaines sont mises au rang des sécessionnaires par les déclarations de notre ministre. Donc mon travail de thèse s'y réfléchit au rapport que la littérature entretient avec les champs voisins, aux négociations qu'elle fait avec les sciences dures, à la place qu'elle se donne en réfléchissant ces sciences dans son propre corps, elles qui sont devenues des modèles. Mon travail, donc, s'est trouvé brutalement confronté à sa densité politique. Et c'est à la question de la densité politique du signifiant théorique que je souhaite vous introduire grâce au livre de Louis Marin, Le portrait du roi. Bon, à vrai dire, j'ai à peine commencé à effleurer la pensée de Marin. C'est le seul livre que j'ai lu de lui et je vous en parle parce qu'un heureux hasard a mis ce livre entre mes mains au bon moment et que j'ai été complètement inspirée par la force théorique du livre. Oui, ça, c'est les références. J'aimerais commencer par expliquer brièvement ce qui, dans la pensée de Marin, m'a paru important pour penser la théorie littéraire. Tout d'abord, peut-être, je conseille à tous ceux qui ne connaissent pas la pensée de Marin de lire l'introduction du livre qui propose un concentré assez habile de la théorie qu'il applique par la suite, ou qu'il dégage de la suite du livre. Marin s'intéresse avant tout au règne de Louis XIV et à la façon dont la monarchie peut se réaliser comme absolue. La réponse, c'est la représentation. La force, toujours limitée, se mettant en réserve dans des signes, devient pouvoir illimité en traversant les différents lieux de sa représentation. C'est-à-dire que le roi, son corps singulier et limité, en étant objet de la représentation sur des pièces de monnaie,
dans les textes historiques, ou en étant le sujet implicite du plan rationnel de Paris, apparaît comme une puissance illimitée et omniprésente. La question est donc celle d'une conversion qui s'opère grâce à la représentation d'une force limitée en pouvoir absolu. Cette représentation du pouvoir, on la trouve dans tous les objets signifiants, c'est-à-dire que n'importe quel objet, quel que soit son contenu informationnel, peut représenter le pouvoir. Un des points d'articulation les plus pertinents pour penser mon objet d'étude, c'est-à-dire la théorie littéraire, m'a donc paru être celui-ci que j'ai reformulé avec mes mots. Le sens d'un objet signifiant n'est pas toujours dans son contenu informationnel. Les discours, parce que mes objets à moi sont des objets discursifs, trouvent leur sens fondamental dans une performativité fantasmée. Chaque texte cherche à exaucer quelque chose comme pouvoir et à s'exaucer lui-même comme pouvoir. L'information n'est qu'un moyen du sens qui lui-même le dépasse. Un des moyens de cette performativité fantasmée, c'est la répartition d'images du pouvoir, que ce soit un ornement démultiplié et gratuit du courtisan qui fait miroiter la richesse et le pouvoir, ou que ce soit les images du roi en acte semées dans un texte historique et qu'il laisse apparaître comme l'acteur et le point focal de l'histoire. Représentation omniprésente donc, au contenu informationnel varié, mais dont le sens n'est pas l'information, mais la réalisation du pouvoir grâce à la stratégie de celui qui construit l'objet signifiant, qui tient lui-même son pouvoir du monarque, tout en réalisant le sien grâce à la représentation. Pour rendre cela plus concret, l'étude que fait Marin de la monnaie, de la pièce de monnaie et de la médaille permet de comprendre cette forme de conversion. Le portrait du roi est au dos de chaque pièce de monnaie. C'est à la fois le roi, c'est à la fois celui qui a le droit de frapper monnaie, à partir de qui toutes les pièces sont émises, mais c'est aussi celui qui figure sur toutes les pièces qui ont cours. La médaille, distribuée pour un honneur, porte également le portrait du roi sur une de ses faces. Mais sur l'autre, il y a un événement historique dont il est toujours le centre et qu'il fera perdurer non pas dans le cours synchronique des échanges commerciaux et économiques, mais en fait comme le fragment d'un monument total du roi comme centre de l'histoire. Là, je vous montre la monnaie qui figure en fait sur la médaille qui figure sur la couverture du livre dans son édition de 1981, et avec une citation: « Rechercher dans le présent comme signe de reconnaissance du roi et dans le futur comme le noble et ingénieux monument d'une mémoire vivante, valeur esthétique et projet politique, création artistique et formes rituelles juridiques coopèrent pour leur donner cours éternel. » Pour résumer, par la médaille, la force du roi est convertie en pouvoir éternel, point focal et point de fuite de l'histoire. J'en viens à mon grand le portrait du roi dans la théorie littéraire. Reprenons la pensée de Marin pour l'appliquer à la théorie littéraire. On peut penser le champ du savoir un peu comme une monarchie, où les sciences dures tiennent la monoarché, pour décomposer monarchie, donc monoarché sur le savoir. Elles servent de perspective, de référence à la validation du savoir, elles tiennent lieu de définition à l'objectivité, le fruit de leur connaissance est pensé comme identique à la nature, ce sont les lois de la nature, de même que le roi est à la fois point focal et point de fuite à partir duquel toute l'histoire se définit et tout l'espace prend sens. Cette vision que je propose est extrêmement simplifiée. Elle ne tient pas compte de la diversité des sciences dites dures, de leur rapport entre elles, de leurs valeurs institutionnelles très diverses. Malgré tout, du point de vue des sciences humaines, on est quand même habité par cette impression que, contrairement à nous, les sciences dures qui construisent des lois de la nature se confondent avec la réalité des choses, avec l'objectivité pure. Et ce, même si on l'oublie parfois, leurs savoirs sont des objets construits. Dans cette perspective, la présence d'éléments à connotation scientifique dans les textes théoriques ne doit pas être envisagée seulement dans son rôle dans la constitution d'une pensée dont nous ne cherchons pas ici à évaluer la pertinence. Je ne suis pas là pour remettre en cause les acquis d'un Jean-Marie Schiffer ou d'un prof. Il faut les envisager, en fait, ces éléments à connotation scientifique, d'une part dans une tactique de légitimation, et d'autre part comme s'inscrivant, volontairement ou non, dans une stratégie qui confirme et exauce le fantasme de pouvoir des sciences qui servent de modèle à la théorie. Donc, tactique et stratégie, ce sont des termes de Marin. La tactique renvoie aux activités d'autopromotion du producteur de signes, et la stratégie aux activités qui cherchent la promotion du pouvoir.
Je vais prendre ici des exemples qui parlent à tout le monde, des théoriciens que vous connaissez, qui ont cours en fait encore aujourd'hui. Et en particulier, là, je vais parler de Propp. Donc, je vais montrer comment Propp A fait essaimer la représentation des sciences, B confère un sens autre qu'informationnel à ces images, et C, tout cela en essayant de les rendre performatives, de sorte qu'elles pourraient ériger Propp en scientifique et la science en point focal. Donc déjà, ça, faire essaimer la représentation. Concernant la façon dont la théorie littéraire répartit des images renvoyant à la science, je pense que vous êtes beaucoup à avoir en tête l'apparence des pages de la morphologie du conte. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Et nous, en tant que littéraires, on ne peut pas s'empêcher de penser en voyant ça, c'est très mathématique. Néanmoins, j'en viens à mon petit b, le sens informationnel et la signification autre. Si on pense au sens de ces figures, on s'aperçoit que ce ne sont pas des formules mathématiques, ce sont, vous le voyez ici à l'écran, ce sont des abréviations et des ensembles d'abréviations. Donc ce ne sont pas des variables dans une équation, ce sont des éléments en fait à vocation mimétique qui servent à faire, des schémas. Voilà, vous voyez, on obtient le schéma suivant. Ce sont des schémas à vocation mimétique qui servent à représenter autrement un objet existant de façon simplifiée. Le contenu informationnel de ces formules, c'est donc le résumé d'un conte en un assemblage de topiques. Mais le sens perçu au premier abord, c'est pourtant le conte enregistré en une formule mathématique. J'en viens au grand C, un sens performatif, la tactique et la stratégie. On peut voir tout ceci de deux façons. Selon l'angle d'une tactique d'autolégitimation, Propp s'exauce comme scientifique par la figuration en plusieurs lieux de son texte d'éléments à connotation mathématique. La valeur que confèrent ces formules au texte est donc de l'ordre d'un fantasme performatif. Par ce texte, moi, Vladimir Propp, je suis scientifique. Mais selon l'angle de la stratégie du pouvoir, cette figuration fait des sciences utilisant les mathématiques le point à partir duquel tout l'espace du savoir s'organise, mais aussi à partir duquel toute la légitimité est définie. Ou toute légitimité est définie. Comment la théorie peut-elle exister comme un savoir à part entière? Ces éléments que j'ai évoqués sont très visibles comme une surface, comme l'ornement gratuit, dirait Marin, qui démultiplie le corps du roi en majesté, en l'occurrence la science. Aussi, on peut facilement accuser les structuralistes ou les formalistes de scientisme, et on peut facilement m'accuser de l'avoir fait moi-même. Et je ne suis pourtant pas, pour ma part, tout à fait d'accord avec cette accusation de scientisme qui oriente peut-être un peu trop le débat sur les rapports de la littérature aux sciences dures. D'autant plus que, nous l'avons vu, les images mathématiques servent chez Propp avant tout à figurer des objets proprement littéraires et non pas à penser mathématiquement la littérature. Par ailleurs, d'autres théoriciens qu'on peine aujourd'hui à identifier à ces courants caricaturés dans leur scientisme utilisent des raisonnements issus des sciences dures de façon beaucoup plus fondamentale. C'est le cas notamment et en particulier de Jean-Marie Schaeffer, qui pousse jusqu'au bout l'idée aristotélicienne selon laquelle la mimésis est un comportement de l'animal imitateur, en faisant de sa pensée de la fiction en vérité une éthologie, une pensée du comportement fictionnel de l'animal humain. En effet, chez Jean-Marie Schaeffer, malgré le désir d'étudier l'objet esthétique véritablement comme un objet biologique, on lit nettement une stratégie de légitimation dans son usage du modèle biologique. Le projet de Pourquoi la fiction est fondamentalement une apologie de la fiction, puisque dès le premier chapitre, Qui a peur de l'imitation, il s'attaque aux théories antimimétiques. Dans ce contexte, le développement de tout un système causal sert à naturaliser la fiction, et cette naturalisation sert elle-même à répondre au pourquoi qui demande les bonnes raisons de la place de la fiction dans la cité. Et la bonne raison, c'est que la fiction est naturelle. Dans les deux cas, aussi bien dans la théorie formaliste de Propp que dans la théorie cognitiviste de Schaeffer, les sciences dures apparaissent comme un point focal, comme un modèle permettant de figurer l'objet littéraire ou comme une méthode servant à le penser. On revient à cette question, comment négocier avec ces modèles? Comment avoir une existence autre que purement subalterne tout en continuant à employer ces modèles qui sont
et qui ont été extrêmement fructueux dans la pensée des objets littéraires. Face à une autorité qui semble absolue, la possibilité de s'en abstraire, c'est la subversion. Il faut donc chercher ce qu'il y a d'essentiellement subversif dans le geste du théoricien qui mobilise un modèle scientifique, et surtout, revenons à Marin, et au fonctionnement de la tactique d'autopromotion de celui qui produit des objets signifiants. Celui qui produit les objets signifiants, il tient son propre pouvoir sur le monarque en tant qu'il est le seul à pouvoir produire de la représentation, en tant qu'il possède un savoir-faire de la représentation. Or, pensons à la façon dont les théoriciens comme Propp représentent les sciences dures. Ils les transforment en vérité en outils de figuration. Ils prennent leurs images et ils les inscrivent dans leurs textes dans une sorte de logique métaphorique. Or, n'est-ce pas profondément subversif que de faire des sciences dures des images impropres de phénomènes littéraires, elles qui tirent leur légitimité d'une description adéquate de la nature. La théorie littéraire est donc profondément subversive dans son usage des modèles scientifiques si elle prend la peine de comprendre son geste sur eux comme une poétique subversive fondée sur la variation de leurs valeurs textuelles. Je rends l'antenne. Beaucoup Marion, merci beaucoup d'avoir été rapide et d'avoir essayé de construire, de poser des questions théoriques en fait, parce que c'est vrai que c'est intéressant et que vous êtes au début. Moi j'ai une petite question quand même avant ça, parce que vous dites les sciences dures, mais la linguistique dans tout ça, parce que le modèle de Propp il est quand même plutôt, il me semble, de ce côté-là. Oui, effectivement, en fait, Propp, si je reviens à ma présentation, On ne peut pas globaliser les sciences dures en disant qu'elles sont toutes descriptives de la nature. Même le modèle mathématique, c'est un modèle abstrait. Enfin. Non, elles ne sont pas descriptives de la nature, pas toutes. C'est seulement, je suis assez embêtée par votre question parce que moi-même, je suis sans cesse en train de réfléchir. Néanmoins, il y a une sorte de perception d'un certain point de vue qu'il y a une adéquation des sciences dures avec le phénomène. À propos de la linguistique, effectivement, si je reviens au partage d'écran, parce que il y a quand même une des présenter maintenant. C'était plus une question à usage durable qu'une question à laquelle il est facile de répondre avec sa photo comme ça. Hein. C'est quand même des questions très J'étais pardon. J'ai pas mal de questions parce que, bon, d'une part, il y a ce mot de subversif qui est un tout petit peu daté, peut-être, enfin, en tout cas, il faudrait réfléchir. Et puis surtout, vous faites une sorte de boucle temporelle. En fait, c'est pas exactement la même chose que se situer dans une théorie structuraliste du récit dont le modèle est linguistique et il est mathématique parce que la linguistique est rapprochée des sciences exactes, c'est ce que faisait remarquer Nathalie Devoy, de se situer avec Louis Marin dans ce qu'on a appelé le tournant linguistique, où là, la théorie littéraire a la prétention d'être un mécanisme explicatif d'autres domaines du savoir. Et au fond, la théorie littéraire permet de déconstruire le savoir extérieur. Et c'est peut-être là qu'il y a vraiment de la subversion. Hein. C'est un moment, les années 70-80 de Louis Marin, où Hayden White déconstruit les tropes du récit historique, entre en dialogue avec Ricoeur, où on s'intéresse à la manière dont toutes les formes de pouvoir avec Foucault sont des formes d'exercice du discours. Foucault, dont Marin est très proche. Donc ça, c'est un deuxième paradigme. Et enfin, il y a quand même avec Jean-Michel Schaeffer autre chose. Jean-Michel Schaeffer est peut-être parti d'une narratologie formaliste de type proppienne. Il la rappelle d'ailleurs dans cet ouvrage qu'a cité et que je vous invite tous et toutes à regarder, Kerjanti a cité le formidable travail qui est un petit peu passé inaperçu de Jean-Michel Schaeffer, Les troubles du récit, qui est dans une initiation à la science cognitive pour la narratologie, c'est paru il y a quelques mois, et en se situant
dans pourquoi la fiction, dont vous avez rappelé effectivement que c'était une défense de la fiction, mais c'est surtout une manière de proposer une explication de la fiction qui n'est plus homologique à la linguistique, hein, puisque les modèles employés, les modèles d'immersion, etc., sont des modèles qui sont issus des sciences cognitives, en tout cas d'une psychologie de la fiction. Donc là, on est encore dans un autre rapport, si vous voulez, entre littérature et sciences dures. Donc, d'une part, il y a chez Propp un rapport homologique, chez Marin, un rapport, un impérialisme, pourrait-on dire, si vous voulez, une subversion, et chez Schaeffer, une modestie, pour le coup, une volonté de se réinscrire dans une psychologie générale du récit. C'est pour ça que je serais vous, je m'appuierais quand même sur des travaux d'épistémologie des sciences sociales, d'épistémologie linguistique, permettant d'asseoir ces différentes époques. Relisez par exemple Le démon de la théorie d'Antoine Compagnon, simplement ça vous permettra peut-être un petit peu de mieux positionner le postmodernisme, le Marin, et puis aussi de prendre un petit coup de distance, parce qu'on voit que vous êtes enthousiaste et absorbé par cette pensée qui effectivement est tout à fait fascinante. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je pense que après effectivement, le fait que aussi bien Propp que Jean-Marie Schaeffer soient dans des courants extrêmement différents, notamment dans leur rapport aux sciences dures, puisque quand même, je pense pour les structuralistes, enfin non, là on est chez les formalistes, il s'agit de faire de faire une nouvelle méthode, une propre méthode, en s'inspirant de la langue linguistique. Et chez Jean-Marie Schaeffer, il s'agit plutôt de s'intégrer dans un paradigme cognitiviste. Effectivement, du point de vue du fonctionnement du savoir, on est sur des rapports aux sciences dures qui sont extrêmement différents. En fait, cette présentation, elle vient du souci qui est venu au moment où je me posais la question du rapport de la pensée, du fonctionnement de la pensée au savoir. Elle est venue de la question de, finalement, quand on voit partout dans le texte ces modèles scientifiques, ces images de science, est-ce que finalement, il n'y a pas un rapport de représentation qui instaure un rapport de pouvoir? Moi, c'était cette question qui m'avait frappée et c'est de là que vient cette présentation. En fait. Alors, donc, c'est peut-être plus d'impression de lecture. Oui, mais là, ça va vous demander une pensée, si vous voulez, du positionnement, de la scientificité, de la critique et de la théorie littéraire sur la longue durée, si vous revenez aux années 20, hein, par rapport aux sciences dures. C'est une pensée presque institutionnelle, notre position dans des universités interdisciplinaires. Et effectivement, le fait qu'on ait souvent eu envie d'arborer des signes de scientificité, transfert métaphorique, de concepts importés, etc. Donc je pense que ça, effectivement, il y a un rapport sans doute de rivalité qui est très clair, hein, qui remonte au XIXe siècle, à la séparation des champs du savoir et des facultés. Hein. Dans l'université, il y a un rapport de rivalité entre sciences de la nature et critique littéraire. Et c'est un rapport qui est très très complexe, hein, qui peut aller effectivement jusqu'à cette subversion dans certains cas, jusqu'à des rapports au contrat d'importation, d'asservissement, et je pense qu'il y a une pensée sur la longue durée. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez faire dans votre thèse, mais en tout cas, il y aurait quelque chose qui serait intéressant à faire. Il y a le célèbre bouquin de Bogdan Lopénis sur les 3 savoirs, hein, avec l'émergence de ce tiers savoir, la sociologie du XIXe siècle. Bon, il y a sans doute une histoire de ces rapports de désir finalement entre disciplines qui mériteraient d'être tracés. Oui. Non, d'autres questions, d'autres interventions? Aude reste quat, donc... Je peux quand même poser une question. Moi, j'aurais juste voulu plus de détails sur le choix des bornes chronologiques. Est-ce que le XVIIIe siècle, il y a une raison particulière pour laquelle il faut commencer à ce moment-là? Alors, pour moi, il y avait 2 choses. Peut-être la première chose, c'était la volonté de me décentrer par rapport au XIXe siècle, qui est le moment à partir duquel, en général, on commence à penser beaucoup dans les travaux qui sont déjà faits, les rapports entre
entre sciences dures et littérature. Et ensuite, il y avait une sorte de peut-être la vraie raison, c'est vraiment une sorte de télescopage qu'on voit peut-être entre le XXe et le XVIIIe siècle sur 2 points. À la fois parce que le XXe siècle mobilise beaucoup de savants du XVIIIe venus des sciences de la vie, comme Linné, beaucoup de Linné et de Buffon, etc., chez les théoriciens du XXe siècle. Et aussi parce que je voulais commencer avec l'encyclopédie, qui est pour moi un moment inévitable du partage des savoirs, et aussi peut-être fondamental dans la théorie littéraire, puisqu'il y a un grand nombre d'articles de théorie littéraire dans l'encyclopédie. Très bien. Merci. Après, j'avais demandé à Giuseppe Vizzini d'être là parce qu'il travaille avec Alain Cantillon, qui ne pouvait pas être là, qui s'en excuse et qui est un de nos marinistes quand même maison. Donc, je ne sais pas, Giuseppe, non, si vous avez des... Oui, j'ai pas vraiment de questions. Ben, déjà, je vous remercie, c'était vraiment très intéressant, c'était passionnant. Et sur une réflexion à propos de ce que vous disiez sur les modèles mathématiques, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais il me semble que ce que vous disiez, ce que Marion Bianconi disait sur ces rapprochements avec la représentation et les modèles mathématiques, il me semble pertinent. Parce que là aussi, il y a il y a un caractère référentiel de la représentation qu'il faudrait déconstruire. Et je ne sais pas, je pensais à la critique du discours où Marin justement montre une opposition entre Pascal et Descartes. Et chez Descartes, il s'agit bien d'un modèle mathématique qui est déconstruit par Pascal, par la notion de double infinité. Donc, je sais pas, je suis d'accord en tout cas sur cette question des modèles mathématiques. Bon, de toute façon, je pense que l'intérêt, c'est aussi que vous puissiez continuer la conversation sur le portrait du roi au besoin après cette séance. Voilà, hein, je pense que c'est intéressant aussi de voir quand on a des affinités électives doctorales, ça peut être l'occasion de les prolonger au-delà de ça. Non, pas d'autres questions des uns et des autres. Donc, on va enchaîner directement avec l'intervention de Hadazaoui sur Genrot. Vous êtes là? Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, voilà. Bon, très bien. Donc, merci peut-être de mettre votre... ouais, non, ça va, on vous voit. Oui, voilà, ça y est, je vous vois. Pardon. Bon, on vous écoute. À vous la parole alors. Merci. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Cette étude visait à présenter un rapport entre la littérature contemporaine des guerres et les savoirs techniques du sertissage et joaillerie. Ce rapport m'a apparu à la lecture d'écrits de l'écrivain contemporain Jean Rouault, qui emploie la métaphore du sertissage pour exprimer les relations entre les témoins des guerres et leurs destinataires. Les relations proposées par Rouault me furent révélatrices. Dans le système éducatif israélien dans lequel j'ai grandi depuis la maternelle, il existe une pratique politique consistante à exposer les enfants aux témoins de guerre, principalement des survivants de la Shoah et des soldats de l'armée israélienne. C'est ainsi que je me suis habituée à ce que le statut de témoignage impose un jeu de rôle clair et bien déterminé. En tant qu'audience, nous devions nous asseoir en gardant le silence total. La parole était aux témoins de guerre. La narration de leurs expériences de guerre comporte des messages nationaux, patriotiques et militaristes bien définis. Ces témoignages nous étaient présentés de manière quasi secrète, à l'instar d'une pierre précieuse. Ces derniers témoins de vie se font rares, de là leur prestige. Nous, destinataires, devions garder en mémoire ces témoignages sans omettre ni ajouter les moindres mots, sans remettre en question l'autorité du témoin, celui-là même qui fut là, au cœur de l'événement.
Ces relations entre les témoins, ceux qui étaient là, et nous, récepteurs silencieux de témoignages, se sont dissolus à mes yeux pour la première fois il y a environ 3 ans, lorsque je suis arrivée à Paris et me suis penchée depuis plus près sur la littérature française contemporaine des guerres. J'ai découvert un long corpus d'écriture contemporaine de la deuxième et troisième génération de la guerre mondiale, qui semblaient n'avoir aucune idée qu'ils étaient exclus du statut de témoins de guerre. De manière surprenante, ces écrivains annonçaient à plusieurs reprises dans leurs écrits autobiographiques « J'étais témoin direct de la guerre », bien qu'ils soient nés de nombreuses années après. J'ai cherché dans les théories de littérature contemporaine tout prouver cette tendance des écrivains à se déclarer témoins d'une guerre qu'ils n'ont pas vécue, sans trouver ni réponse ni autre référence à cette tendance. Étonné par ces annonces des témoins n'ayant pas vécu la guerre, j'ai commencé à recueillir cette déclaration, tout en me concentrant sur le corpus littéraire de Jean Rouault, qui en usait plus que tout autre écrivain. À travers une lecture attentive de l'œuvre de Rouault, ma recherche tente de signifier une tendance littéraire qui incarne une valeur dans le statut de relation entre les témoins et le destinataire du témoignage, et spécifiquement dans les réponses à la question « Comment peut-on témoigner d'une guerre à laquelle on n'a pas assisté ?» L'écriture autobiographique de Jean Rouault contient une multiplicité de témoignages relatifs à des guerres auxquelles il n'a pas assisté. À la première personne, dans un langage intime et une écriture singulière et détaillée, Rouault témoigne d'événements de deux guerres mondiales et des angles de conflits actuels. Ces témoignages ne relatent pas un point de vue extérieur à la guerre. Ils ne s'appuient pas sur une littérature scientifique, ni sur le récit des témoignages de premières mains des survivants. Ils n'exposent pas non plus de déplacements au-delà des frontières de France vers des zones de conflit, en vue de fournir des témoignages oculaires relatant des injustices qui s'y produisent. Ces points de vue de l'écrivain qui observe les paysages reconstruits depuis les guerres mondiales auxquelles il n'a pas participé forment une approche nouvelle de témoignage sur les aspects de guerre qui dépassent les frontières de l'espace et du temps durant lequel la guerre a eu lieu. Un narrateur absent d'un événement relaté, Rouault se présente comme un vrai témoin des guerres. Je cite. « J'ai fait ma guerre, je suis monté au front, je me suis plongé dans les gaz asphyxiants. C'était évidemment curieux. Si on ne me voit pas dans mon texte, c'est que j'étais un vrai témoin. Faisant ainsi de moi le dernier des survivants morts pour la France. » Rouault se présente comme un vrai témoin direct de la guerre. Il déclare avoir fait la guerre, être monté au front et avoir été gazé. En se présentant comme un témoin direct de la guerre, il établit un lien alternatif avec le conflit, un attachement que la communication interpersonnelle verbale ne peut établir. Dans son récit L'invention de l'auteur, Rouault invente une métaphore qui peut nous aider à mieux comprendre cet attachement. Et je cite. Ce sont les mêmes et bien réels, surgissant au même endroit, régissant non pas l'émotion, mais au récit qui met en scène cette émotion, le provoque. Le sortit comme une bague à diamant. Rouault annonce que ses œuvres littéraires, les expériences qu'il n'a pas vécues, sont sorties dans le texte comme une bague à diamant. C'est le fond du récit et non pas l'événement qui provoque l'expérience du témoin. Cette construction littéraire crée, selon Rouault, un lien hypertexte qui lui permet de découvrir d'autres horizons, des territoires qu'il n'a pas vécus qu'à travers ce texte. Dans le statut de témoignage que je connais jusqu'au moment de lire l'œuvre de Rouault, le témoin lui-même était présenté comme une créature prestigieuse et rare qu'il fallait écouter attentivement simplement parce qu'il avait été présenté pendant la guerre. En revanche, chez Rouault, le narrateur absent de la guerre semble porter le témoignage d'une manière artificielle, comme un bijou, afin de gagner son autorité de témoin et de poser un regard critique sur la situation politique contemporaine. J'aimerais développer cette métaphore et la définir comme une technique littéraire permettant l'écriture de témoignages par des écrivains qui n'étaient pas présents lors des guerres.
L'assemblage de deux formes de savoir, le savoir littéraire et le savoir de certissage artisanal, va nous permettre la formulation de ces techniques littéraires. J'aimerais proposer que cette utilisation du terme de certissage puisse permettre de définir ce nouveau modèle de témoignage. Le processus rhétorique et poétique d'ajustement d'un témoignage de la guerre dans les récits autobiographiques contemporains est très proche de la définition du terme de certissage dans les modes opératoires artisanal. Ajuster une pierre dans une noyure et refouler un morceau de matière sur la pierre pour la fixer solidement. La technique du certissage équilibre parfaitement les deux composants, l'exposition maximale de la pierre sertie et la fixation parfaite de celle-ci au métal, sans créer de rapport de subordination entre eux. Dans le travail artisanal, il n'existe que cette technique de certissage permettant de bloquer la pierre avec une couverture minimale de celle-ci par la structure métallique de la monture. Chaque technique détermine une liaison différente entre le corps, le métal et la pierre sertie. Chacune crée une présentation différente de la luminosité, du brillant et de l'éclat du cristal serti. Les noms définis de cette technique dans le secteur d'artisanat sont certi-surface, certi-clos, certi-griffe, certi-grand, certi-rail, certi-invisible et certi-tension. De façon inattendue, ces termes griffe, grand, rail, invisible et tension sont utilisés explicitement par OO pour définir des méthodes art poétiques, culturelles, politiques et autobiographiques. Les nouvelles définitions de cette technique à travers l'ensemble des lèvres rodiennes permettront de repenser les conventions établies sur le statut de témoignage et l'ère actuelle. La signification littéraire du certissage permet de proposer une alternative au statut de témoignage fondé sur l'exposition corporelle. Une technique littéraire, raccordement, qui consiste à assurer l'assemblage des récits autobiographiques et l'épisode de la guerre à laquelle l'écrivain contemporain n'a pas assisté. La structure littéraire qui permet l'assemblage des témoignages relatifs à des guerres qu'il n'a pas vécues au cœur des textes autobiographiques est externe au corps de l'écrivain contemporain et portée par celle-ci. Chacune de ces techniques de certissage propose une autre technique littéraire qui assemble les récits autobiographiques avec les témoignages de la guerre. À mon sens, les relations construites de témoignages sertis ont une valeur précieuse et depuis de cette dimension artificielle que l'opération de certissage semble donner. Le terme de certissage illustre l'alternative actuelle qui représente la fonction intermédiaire des corps de témoins. Les techniques de certissage fonctionnent comme outils conceptuels permettant de centrer les formes de réactualisation de l'horreur, éloignées de nous sur les plans chronologiques, biographiques et historiques. Je tiens à définir la forme de témoignage certi de Roy sur les guerres mondiales, tout en maintenant un regard critique sur la situation politique de la France contemporaine comme une figure de témoignage qui permet de remettre en question cette partition intergénérationnelle entre les témoins oculaires et les destinataires. Les témoignages certis formulés par des écrivains qui déclarent être témoins de guerres qu'ils n'ont pas vécues sont présents dans un corpus plus large d'écrivains contemporains comme Laurent Mauvignier, Annie Ernaux, Pierre Bergogneau, François Bon et Pierre Michon, dont l'étude pourrait permettre de mieux comprendre la valeur de ces modèles. Il se dégage de ces témoignages certis des écrivains absents de front des tendances de réobjectification de la guerre. La première consiste à la réexternalisation des conséquences intergénérationnelles des guerres mondiales sur l'histoire. Le second volet est la réexternalisation de la responsabilité directe et indirecte de l'Occident dans les situations conflictuelles actuelles, ayant banni la guerre de son horizon immédiat depuis les deux guerres mondiales. L'assemblage de l'écriture de soi avec les épisodes de guerre permet de confronter l'image des 68 années de paix en France à la réalité du commerce d'armes et d'interventions militaires qui prolifèrent,
est celle des vagues de réfugiés qui ne cessent pas d'augmenter. De ce fait, le point de vue de l'écrivain absent du front qui observe les paysages reconstruits depuis la guerre mondiale ouvre une fenêtre vers la transmission pionnière des témoignages oculaires sur les aspects de la guerre au-delà des frontières de l'espace et du temps où elle y vient. Merci beaucoup. Merci à vous de cette intervention qui nous a un peu dépaysés par rapport aux problématiques précédentes, mais c'était bien intéressant aussi de passer de savoir à la technique finalement du certissage. Je laisse la parole à Alexandre qui est doublement concerné puisqu'il dirige la thèse et qui la connaît bien. Oui, merci. Je la dirige avec ma collègue Michel Bokowska de l'Université de Tel Aviv. Et oui, c'est une proposition originale de ressaisir effectivement l'insertion du témoignage et des formes très particulières de témoignages, à savoir des témoignages imaginaires, des témoignages fictionnels, dans le récit contemporain et dans des modèles très narrativement inventifs d'un Jean Rouault, hein, dont vous savez que toute l'histoire familiale se fait à travers des récits mêlant la distance et la mise en scène fantasmatique de soi sur le champ de bataille. Et Ada Zawi a proposé d'utiliser, en fait, de reprendre cette métaphore du certissage qui ne tombe pas du tout du ciel, mais qui est en fait la manière dont Jean Rouault décrit lui-même l'insertion de ces témoignages dans son texte. Elle essaye d'en décliner les modalités, puisque en fait, j'ai appris grâce à Hadas qu'il existait en bijouterie toute une série de manières de sertir une pierre dans un bijou, et donc de sertir un témoignage dans un texte. Et ça la conduit finalement aussi à réfléchir à d'autres modalités d'insertion de témoignages, là aussi de témoignages fictionnels, dans des œuvres contemporaines. Et ce sont des formes qui sont quand même relativement différentes des formes de témoignages à la première personne étudiées par quelqu'un comme Catherine Cocchio, comme assez différentes de formes, disons, de diaristes, de journaux. Donc ce sont vraiment des formes qui ont une spécificité, je crois, dans la poétique de Jean Rouault et qu'on retrouve aussi ailleurs. Donc, je ne saurais que me réjouir de l'inventivité critique à laquelle donne lieu cette métaphore du certissage. Merci beaucoup. Des questions? Je vois que Marie-Paul Béranger vient d'arriver, je la salue. Oui, Guido, bien sûr. Sur le témoignage, oui, j'imagine que des choses à dire. Bah, écoutez, j'ai surtout à dire que c'est un projet de thèse magnifique et compte tenu des gens qui le dirigent, à mon avis, ça sera un travail qui fera date. Félicitations pour l'intuition que vous avez eue, pour la présentation que vous venez de nous faire. J'ai deux choses à vous dire, un souvenir personnel et puis 2 ou 3 conseils bibliographiques au cas où, mais je suis sûr que vous en avez eu énormément, mais un souvenir personnel parce que mon grand-père était orfèvre et la seule chose qui me reste de lui, c'est une lettre où il a écrit « Cette bague a », le mot est rayé, à côté il y a « et une histoire à transmettre ». Donc, en vous écoutant, bien évidemment, j'ai repensé à cette bague et à cette lettre qui est la seule chose que j'ai de lui et que je n'ai jamais rencontrée. La métaphore que vous avez évoquée est une métaphore qui est par moments utilisée aussi par Nadine Vasseur, qui en revanche a beaucoup travaillé sur la question du tissage, de la couture, mais toujours en lien avec la construction d'un discours testimonial, y compris dans un cadre transgénérationnel, donc en direct ou par procuration. Peut-être tu écris le nom, Guido. Oui. Alors, non seulement je peux écrire le nom, mais je vous mets aussi donc, le lien vers un texte qui s'intitule significativement « Les plis », qui est le texte de Nadine Vasseur, où il y a eu un premier travail, une première réflexion autour d'un certain nombre de vocabulaires techniques, de champs sémantiques qui ont affaire avec des savoirs techniques pour parler du témoignage. Donc, il y a les plis, et puis il y a un tout dernier livre qui s'intitule « 36 rue du Caire, une histoire de la confection »,
où Nadine Vasseur revient sur cette question en collaboration avec son père, si je me souviens bien. Et là, je vous remets un lien dans le chat au cas où. Alors, sur la question de la mémoire transgénérationnelle, peut-être que vous le connaissez déjà, mais en tout cas, il y a Daniel Oppenheim qui a publié énormément d'essais très intéressants et pas que dans une perspective psychanalytique. Et en vous écoutant, j'ai repensé à l'identité et le temps. Donc, je vous mets ça aussi. Et puis, j'ai une toute dernière chose à vous conseiller, mais probablement vous le connaissez déjà, mais il y a le sociologue Renaud Dulon qui a beaucoup travaillé sur différentes catégories de témoins. Il y a un article qui me semble toujours très instructif, bien que synthétique, qui avait été publié sur Vox Poetica au sujet du témoin historique en particulier. En élaborant, en problématisant la catégorie de témoin historique, Renaud Dulon suggère un certain nombre de pistes de réflexion par rapport au témoignage indirect, transgénérationnel, au témoignage par juridique. Est-ce que ça a de la valeur? Si oui, comment, dans quel contexte, etc. Et il y a une petite allusion au témoignage imaginaire qui est développé dans un livre qui porte plus précisément sur les rapports entre témoignage et droit. Mais là, le titre m'échappe. Si vous voulez, je peux vous envoyer un message plus tard. Je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais plus où. Et on est en plein déménagement, donc c'est probablement dans un carton. Mais en tout cas, ce ne sont que des pistes de réflexion. Je suis sûr et certain que vos directeurs de thèse en auront beaucoup plus que moi à vous suggérer. Mais en tout cas, vous abordez une question qui m'intéresse énormément, y compris pour des raisons personnelles. Et donc, à l'occasion, ça me fera très plaisir de poursuivre les échanges. Donc, si vous allez chercher mon nom sur le site de Paris 3, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera très, très plaisir de discuter de votre projet de thèse, mais vraiment par intérêt personnel. Merci beaucoup, Guido. Et c'est vrai que je ne vous ai pas demandé de vous présenter parce que je considère que tout le monde vous connaît, mais peut-être que vous pouvez dire quand même ce sur quoi vous travaillez. Enfin, beaucoup de choses, mais quand même, de toute façon, c'est sûr, c'est pas par hasard que le témoignage vous intéresse quand même, pas seulement, non? Moi? Oui, si vous voulez bien. Donc, oui, j'ai pas mal travaillé sur les correspondances entre Primo Levi, Aaron Appelfeld et Philippe Roth et la manière dont ils traitent dans leur correspondance publique et privée de la question du témoignage dans un cadre procédurier et littéraire, en se posant aussi la question est-ce qu'un texte testimonial littéraire peut être utilisé dans un cadre procédurier et par ailleurs, ce que vous avez dit aujourd'hui, les métaphores que vous avez utilisées, les images que vous avez évoquées, m'ont fait penser aussi je me suis occupé un tout petit peu d'histoire de la littérature yiddish. Il y a un auteur, Avram Sutzkever, qui est auteur d'un très beau livre, Aquarium vert, où les histoires s'enchaînent et se font écho les unes les autres. Et pas mal de critiques, en s'occupant de ce livre, ont utilisé des métaphores tirées du langage des orfèvres, du champ sémantique des bijoux, pour décrire de quelle manière le récit se construit par le biais de micro-histoires qui ont l'air d'être totalement déconnectées les unes des autres, mais en fait non. Il y a un vrai travail d'assemblage, voire de montage qui se met en place. Et du coup, c'est vraiment au niveau aussi des images que vous avez utilisées, qu'il y a eu énormément de choses qui m'ont évoqué des discours que j'ai eu l'occasion d'aborder, mais dans le cadre, par exemple, de l'histoire de la littérature en yiddish. Voilà. Peut-être vous mettez le nom, Guido, là-dessus. Ouais. Le nom de l'auteur d'Aquarium vert. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Hein. Mireille, Naturel voulait parler, je crois. Oui, vous pouvez tous lever la main comme ça, vous avez vu, hein, oui, si vous voulez. Oui, merci Nathalie. Bon, j'ai été très intéressée par votre intervention et en vous écoutant, bon, je ne suis pas spécialiste de Jean Rouault, mais j'ai un petit peu travaillé sur les champs d'honneur par rapport à la question de la mémoire et l'emprunt possible à Proust. Et j'ai pensé, mais j'ai un souvenir assez vague de ce livre, à la fiancée juive de Jean Rouault, et je me souvenais, c'est quelque chose qui m'avait marqué, des petits papiers que l'on glissait dans un mur, et je crois qu'il y avait une analogie qui était faite avec le mur des lamentations, où on laisse aussi un petit papier, me semble-t-il. Alors, est-ce que ma mémoire, et vous pourriez confirmer cela, et est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement entre la technique du sertissage et cette pratique du petit papier témoin d'une histoire qu'on laisse dans un mur qui devient le porteur de la mémoire?
Absolument. Je n'ai pas pensé sur cette scène, mais c'est très relevant pour moi. Merci beaucoup. Merci, je vais essayer de développer ça. D'accord, merci. Merci. D'autres interventions, questions? Non? Demande? Non. Non, ça va. C'est vrai que c'est moins facile l'interaction quand même quand tu es sur écran. Je pense que ça augmente un peu la distance pour tout le monde. Vous n'osez pas poser des questions comme ça un peu à la légère. Non, mais il faut oser, hein, parce que finalement et vous pouvez même le faire par le chat si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Non, pas d'autres commentaires? Non, Aude Aude est toujours là. Non, mais d'accord, il y a déjà eu pas mal de choses. Non, merci encore à tous les participants. Donc, j'avais prévu qu'on allait dépasser, donc j'avais prévu une grande marge avant qu'on se retrouve à 4h30 pour rédiger sa thèse. Mais peut-être que puisqu'on a été aussi efficace, en fait, peut-être qu'on se retrouve un peu plus tôt, non? Guido, ça irait? C'est possible? Pour la partie rédiger sa thèse? Oui, ça va. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Je ne sais pas du tout de combien de temps vous aviez besoin. Oui. Donc, j'avais mis une demi-heure, mais c'était peut-être pas très généreux. Enfin, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Ça, c'est vraiment indubitable. Donc, on dit qu'on se retrouve plutôt dans un quart d'heure. On se fait une petite pause, peut-être quand même, non? Ça ne fera pas de mal. Une petite pause d'un quart d'heure. On recommence à 16h05 au lieu de recommencer à 16h30. Ça vous va? Non, Nathalie, 16h05, c'est 10 minutes. Moi, je voudrais mon quart d'heure. D'accord. Je propose, si tout le monde est d'accord, qu'on dise plutôt 16h15. Pardon. C'est un peu malthusien, oui, mais mon quart d'heure, c'était un quart d'heure. D'accord. Donc, c'est 16h10. 16h10, on dit ça. Oui, non, on a tous besoin de se dégourdir un peu les jambes quand même. Et de fermer et de sortir les yeux de l'écran, ça ferait pas mal. Non, encore un grand merci. Alors, on peut pas applaudir parce que ça ferait trop de dissonance. Enfin, moi, j'applaudis parce que j'ai mon écran pour tous les orateurs. Non, merci parce que c'était vraiment en plus à la fois concordant et très ouvert. Hein. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de ces rencontres. Bon, j'espère que tout le monde va vaincre un peu plus sa timidité au fur et à mesure du temps qui passe et oser prendre la parole, même c'est vrai que comme on donne la parole aux répondants, alors vous êtes impressionnés par leur savoir et vous n'osez plus intervenir, alors que bon, franchement, tout le monde a des choses à dire, je pense, sur tous les sujets, surtout quand c'est des sujets proches de vos préoccupations, hein, faut vraiment pas hésiter, on est vraiment là pour ça. Donc, merci à tout le monde, et puis donc, je mange pas trop le quart d'heure, parce que sinon, Aude va encore me redresser et me dire que j'exagère. À tout de suite.